Bienvenue sur CELI-News Découverte, le magazine de la voile et du voyage. Au programme cette semaine, nous retournerons à bord de la Recouvrance pour la fin de notre croisière. Puis on mettra les voiles vers les Antilles pour notre série sur la fabrication du rhum à Marie-Galante. Mais nous partons tout de suite au fond de la rivière d'Etel dans le Morbihan, à la rencontre de Thierry Dubois qui s'est attaqué il y a plus de 4 ans à un projet un peu fou. Après avoir construit lui-même son 60 pieds solidaire avec lequel il participa à 2 tours du monde en solo, Thierry Dubois entame aujourd'hui la deuxième phase de sa vie de marin. Nous devrions dire marin-constructeur, tant le projet qu'il met en œuvre nous laisse perplexes devant la compétence et la pugnacité qu'il faut pour arriver jusqu'au bout, jusqu'à la mise à l'eau. Il n'en fallait pas plus pour que nous lui demandions d'avoir le privilège de suivre cette nouvelle construction afin qu'il nous fasse découvrir les secrets de fabrication de son nouveau bateau. Avant même d'avoir démarré, je savais qu'on partait dans un chantier de 4 ans. Ça, c'est un choix personnel de faire un long chantier et de gérer le chantier avec une petite équipe et sans être pressé. Il n'y a pas de date de départ de course sur ce bateau-là, donc on est un peu plus tranquille. Tout ce qui est structure, c'est du lamellé-collé. Le bois, c'est une variété d'acajou, c'est du sapelli, donc un bois d'Afrique. Donc le bordé est fait d'hélices jointives qu'on voit là, qui sont en yellow cedar, elles font 32 mm d'épaisseur. Elles sont coupées en biseau. Il y a un V là que l'on va remplir ensuite de colle pour les lier les unes aux autres. Ça, c'est le bateau de ma vie, donc c'est pas comme un bateau de course. Le bateau de course, je l'ai construit, même si j'y suis très attaché à mon bateau de course et j'ai eu beaucoup de plaisir à le construire, à naviguer. Je savais que je ne ferais pas ma vie avec parce que je n'avais pas vocation à faire de la course au large toute ma vie et qu'un bateau de course, c'est pas éternel. Là, le bateau que je fais, c'est sympa de pouvoir se dire que dans 100 ans, il existera toujours. Retrouvez chaque semaine un épisode de la construction de la goélette de Thierry Dubois. Nous retrouvons aujourd'hui notre série à bord de la Recouvrance pour découvrir cette fois-ci comment s'organise la vie à bord. À l'intérieur, disons que c'est assez simple, de l'avant à l'arrière, si on veut. On a une soute technique à l'avant, on appelle ça un pic avant, c'est un terme assez commun sur les bateaux. En arrière du pic avant, on a des cabines équipage et poste passager de couchage. En arrière de ce poste de couchage, on trouve le carré avec la cuisine et la partie sanitaire. En arrière encore de cela, la salle des machines. Et enfin, derrière la salle des machines, le compartiment arrière, on appelle les appartements du capitaine, le château arrière. C'est un terme qu'on utilise beaucoup à bord. Le château arrière où on trouve 2 cabines en fait, un carré et la table à cartes qui est quand même le point névralgique du bateau. Le bateau n'a rien d'authentique du point de vue de l'aménagement intérieur, dans les formes, mais dans le style. L'architecte et le décorateur qui ont reconstruit en 1992 le bateau ont tâché de respecter l'époque, c'est-à-dire l'époque napoléonienne, le début 19e, et c'est pour cela qu'on retrouve un certain nombre d'éléments de décoration comme les faux marbres, comme les cols de cygne, comme les dorures et tout ça qui sont dans le carré. Et on remarque que les faux marbres sont de plus en plus simples et naïfs en allant vers l'avant du bateau. Ça respecte quelque part la hiérarchie qu'on trouvait à l'époque sur le bateau. Hélas, la Trinité sur mer est en vue et il va falloir bientôt débarquer de cette superbe machine à remonter le temps qu'est la Recouvrance.
Nous avons découvert un bateau au gréement étonnamment moderne, pensé pour aller vite à toutes les allures, provoquant des sensations étranges, comme celle d'avoir le privilège de manœuvrer à la voile un bateau qui n'a rien de passéiste, avec un équipage qui sait ce que naviguer au XXIe siècle veut dire. Suite maintenant de notre série Carte postale à Marie-Galante pour tout savoir sur la fabrication du rhum. Nous, une fois par semaine, on donne des bons de coupe aux planteurs, parce que nous, on ne s'occupe pas de plantation. On est uniquement une société de transformation, donc on achète la canne. Et alors là, bon, les planteurs, ils ont des dates avec un tonnage à peu près respecté, ce qui est très dur d'ailleurs. Et puis après, nous, elle est pesée. Alors quand ils arrivent, on fait un test du brick, c'est pour voir la teneur en matière sèche, qui nous donne la teneur en sucre. Et à ce moment-là, elle est payée en fonction de ça. Ensuite, elle est stockée sur l'aire de stockage que vous avez vu à l'entrée. Et de là, elle est reprise par un chargeur pour mettre dans la chaîne. Voilà, après, dans la chaîne, elle passe d'abord ce qu'on appelle le H-canne. La canne, elle est défibrée. C'est-à-dire que toutes les cellules sont ouvertes et les moulins n'ont plus qu'à presser pour sortir le jus. Alors après, on passe dans 2 moulins. Entre les 2 moulins, le jus est repris et envoyé dans un DCM. C'est un filtre où le jus est filtré et toutes les films qui restent dedans retombent sur le tapis intermédiaire. C'est le résidu de la canne, ce qu'on appelle la bagasse. Et ensuite, ça passe au 2e moulin. Et de là, après, la bagasse va en automatique dans la chaudière. Le jus est mis fermenté pendant 48 heures. On met de la levure dedans, on fait un fond de cuve. Et ce fond de cuve est répercuté dans toutes les cuves qu'on fabrique. Ensuite, au bout de 2 jours, on envoie ça à la colonne. Pour éviter d'envoyer du vin dans la colonne qui est froid, on va le chauffer. Et après, les vapeurs qui vont passer dans le condenseur. Le condenseur, lui, qui va transformer les vapeurs en alcool. Et à ce moment-là, les vapeurs alcooliques vont faire chauffer le vin et vont passer dans le condenseur, ils vont se transformer en rhum brut qui est à 72 degrés. Après, ce rhum, il est stocké dans des cuves en inox. Et ensuite, par la suite, après, il est repris pour mettre dans des foudres et être baptisé, c'est-à-dire pour l'amener à 59. C'est les news découvertes, c'est déjà fini, mais rendez-vous la semaine prochaine. Alors d'ici là, bonne balade, sous voile bien sûr.